France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce mercredi 14 novembre avec cette question du jour, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a signé une circulaire permettant aux maires de connaître le risque de radicalisation sur leur commune. Est-ce une bonne chose selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Premier exportateur mondial de viande halal, le Brésil pourrait voir ses relations commerciales avec marchés arabes menacées avec le nouveau président favorable au transfert de l'ambassade, comme vous le savez, de son pays de Tel Aviv à Jérusalem. Nous verrons si les pays arabes pratiquent ce que l'on peut appeler le boycott. Le carburant est devenu un prétexte à un refus du matraquage fiscal au sens large. Allez-vous manifester, vous, samedi, pour le 17 novembre? Comment interpréter les propos du ministre de l'Intérieur qui rappelle que le gouvernement ne tolérera aucun blocage? C'est parti pour le grand forum avec Nadir Kaya et Faiza Ben Mohamed aujourd'hui pour nous accompagner. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, c'est mercredi aujourd'hui, ravi de vous retrouver en ce 14 novembre avec donc un couple qui ne s'est jamais rencontré jusque-là, Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Bonjour mon cher Christophe. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Dis donc, qu'est-ce que tu te prends sur Twitter? Oui, c'est pas très grave, tu sais. Alors plutôt solide. Juste pour faire référence, j'ai adoré, mais franchement adoré quand tu t'es adressé à Jean-Claude Elfassi, mais apparemment t'es son meilleur ami. Hein. Mais en fait, c'est la première fois de ma vie qu'il me parlait. Je comprenais pas pourquoi il m'a mentionné et jusqu'aux dernières informations que j'avais, il était incarcéré en Haute-Savoie pour des faits que j'ignore. Et d'un coup, il apparaît sur Twitter pour me troller un peu. Donc bon, écoute, s'il est libre, tant mieux pour lui. En tout cas, on cherche pas Faiza, ça c'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair, on cherche pas. Bon, petite dédicace aux Tweetos ou c'est bon? Ah oui, comme d'habitude. Attends, il faut que, en plus là, on m'a demandé nominativement. Alors, je passe un grand salam à Samy qui habite en région parisienne. Alors lui, je l'ai déjà rencontré, mais je sais pas de quel côté il habite. Et à tous les autres. Après les autres, je connais pas leur prénom. D'accord. On en a tellement. Je te présente Nadir Kaya, qui est aussi très actif et qui s'en prend aussi pas mal sur Twitter. Salut Nadir. Salut Christophe. Salut à tous. Comment ça va Nadir? Ça va très bien, merci. Vous avez au moins ce point commun, toi et Faiza, c'est que vous êtes trollés souvent sur Twitter. Oh, je sais pas si... Non, il n'y a pas que nous. Tout ce qui ressemble à un maghrébin ou un noir pouvant s'exprimer dans les réseaux sociaux a malheureusement cette réalité en face des yeux, c'est-à-dire un déferlement de haine et qui nous rappelle qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées en France. Ouais, c'est ça. Bon, bien, ok, très bien. En tout cas, vous lâchez rien et ça c'est très bien. Faiza Ben Mohamed, Nadir Kaya avec nous aujourd'hui, 01 40 33 9000. On va parler, tiens, du ministre des Affaires de l'Intérieur, Christophe Castaner, avec cette question du jour. Donc, il a signé hier une circulaire permettant aux maires de connaître le risque de radicalisation sur leur commune. Alors, la question que je vous pose et à laquelle évidemment vous répondez aussi bien sur Facebook que sur Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Est-ce une bonne chose le fait d'avoir signé cette circulaire? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que, bon alors pour le coup, ça va peut-être éviter quelques dérapages ou quelques personnes qui seraient tentées de se radicaliser et qui travailleraient donc pour une commune ou pour savoir en tout cas que le maire puisse avoir accès aux personnes effectivement qui est en train de se radicaliser au sein de sa commune pour que le maire puisse prendre ses dispositions. Est-ce que c'est une bonne chose vendue comme ça, Faiza? Non, c'est une mesure absolument scandaleuse. Non. Attends, il faut pas tout mélanger. La fiche S, c'est pas une condamnation. La fiche S, c'est un outil de travail de la police pour ficher, comme son nom l'indique, les personnes qu'elle soupçonne de radicalisation. Donc, si elles sont pas poursuivies pénalement, c'est qu'il y a rien contre elles. Donc, ça pose cette première question du fait que c'est juste un fichage, parfois même aléatoire, basé sur la délation des voisins, des ex-femmes, des ex-maris, pour nuire à la personne. Je nie pas qu'il y ait des personnes radicalisées évidemment, mais je pense qu'il y a un gros taux d'erreur, une grosse marge d'erreur sur ces fiches, et ça pose un deuxième problème, c'est le problème de la confidentialité. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire confiance à une municipalité pour être certain qu'elle va pas divulguer ces informations qui sont hypersensibles pour s'en servir. Moi, j'ai le souvenir ici, j'habite Nice, j'ai le souvenir ici à Nice d'avoir vu en conseil municipal Christian Estrosi balancer devant tout le monde et après le faire reprendre dans la presse qu'il y avait un fichier S dans le conseil d'administration d'une mosquée
Ça a été démenti ensuite par le préfet, mais j'ai envie de vous dire, le mal est fait. Là, on sait toujours pas qui est cette personne. Le préfet, bon, dit qu'il n'y en a pas, mais il n'empêche que le maire a fait son buzz là-dessus pendant des semaines et des semaines en alimentant la polémique. Et je crois que des maires, souvent ils sont de droite, hein, qui alimentent des buzz sur des prétendues fiches S, qui soient bien fondées ou pas d'ailleurs, peuvent s'en servir après contre le gouvernement quand ils sont en conflit d'intérêts ou en tout cas politiquement. Et non, donc toi tu as peur en fait que ça soit récupéré et que ça soit utilisé à mauvais escient. Nadir, est-ce que c'est une bonne chose que les maires puissent avoir au moins l'information qu'il y a au sein de sa commune, au sein de sa ville, des personnes radicalisées, où elles se situent, comment elles se nomment, enfin voilà, toutes ces informations que le maire en tout cas pourrait peut-être avoir pour parer à certaines difficultés, je sais pas moi. Alors, que dire on a vraiment l'impression qu'on tourne en rond. Parce que quand on connaît une ville et notamment un maire, il a son réseau, il a ses sources. Et pour connaître un peu comment ça fonctionne dans les villes, on va dire petites villes ou les villes moyennes de banlieue, en général tout se sait. Donc là il n'y a pas de mystère. Après, de vouloir mettre cette mesure en place, je pense que ça démontre que le gouvernement n'a pas pris encore conscience de la réalité et notamment des attentes des citoyens des quartiers populaires qui, je le rappelle, sont toujours les premières victimes de violences et même de radicalisation, parce que pour ces personnes qui sont issues des quartiers, je rappelle que voilà, ça vient des quartiers, donc en fin de compte, le gouvernement surfe comme tous les autres, comme tous les politiques. Il n'a pas l'intention de résoudre les problèmes, parce que s'il avait vraiment la volonté de le faire, ça se serait. Et ça démontre que c'est pas fait, notamment quand on voit un petit peu l'anniversaire des attentats de 2015 et qu'on voit qu'il n'y a rien eu de fait avec les banlieues, avec les quartiers, avec les personnes actives dans les quartiers. Ça démontre qu'il n'y a pas de volonté politique. On laisse pourrir la situation. Quand il y a une petite histoire comme ça, on le règle entre politiques, on se. Qu'est-ce que ça a à voir la banlieue avec les attentats du 15 il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a eu malheureusement des jeunes qui sont issus de nos quartiers et qui ont participé à ces événements et qui pour certains n'étaient peut-être pas des vrais musulmans, mais qui avaient une logique destructrice qui était surtout pour certains liée à leur parcours de délinquants ou de situations un peu particulières. Donc ça c'est une réalité aussi, c'est vrai, mais si on veut régler ce problème-là, déjà il faut se dire les choses, mais il faut vouloir surtout mettre les acteurs concernés autour de la table. Et il y a un fiasco en France qui concerne toute cette partie de déradicalisation. C'est l'État qui a mis en place des pseudo-commissions avec des pseudo-associations, qui a déversé des millions et des milliards. Là, par contre, j'invite les Français à se questionner sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été produit. En fin de compte, pas grand-chose. Et ils n'ont pas eu affaire aux bonnes personnes. Pardon de te dire que tu t'éloignes un peu du sujet. Parce que la question aujourd'hui est cette circulaire signée par le ministre de l'Intérieur, donc Castaner, pour permettre aux maires d'avoir accès à cette information de personnes qui seraient radicalisées ou qui seraient sur le point de le faire. On a vu hier, d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé France 2 hier soir, un reportage sur l'antiterrorisme. On voit que les renseignements français sont passés vraiment à côté de plein de choses, de plein de détails qui ont fait que certains ont pu après passer à l'acte mais tout à fait tranquillement. Est-ce que le maire qui est en charge, je le rappelle, et qui est responsable de la commune, de la ville, ne doit pas avoir accès à ces infos selon vous? Christophe, tu sais très bien qu'aujourd'hui la radicalisation et notamment le fait d'influencer certains passe par les réseaux sociaux. Oui. Donc, je vois pas comment le maire déjà pourra avoir accès à ces informations. Il peut éventuellement avoir des notes comme il a déjà. Bien à dire non, c'est pas ça. Oui. C'est que les services de renseignement puissent donner comme indication au maire en question: attention, vous avez telle personne qui mais ils le font déjà, Christophe. Non, les maires disent ne pas avoir accès à cette information. C'est du pipeau. Quand tu fais une manifestation devant la mairie, qu'il y a les RG qui sont déjà là, qui savent déjà qui fait quoi, ils le font en lien étroit avec la mairie et leur réseau, comme je t'ai dit. Donc ça, c'est une réalité. Après, de dire ça officiellement, comme je t'ai dit, c'est simplement pour faire plaisir à l'opinion publique et à certains Français qui sont impatients qu'on tape encore sur la banlieue. Et là, on fait croire qu'on agit réellement parce qu'on va distribuer des informations à des maires qui, pour la plupart d'entre eux, ont déjà ces informations. Et comme je t'ai dit, la plupart des gens savent très bien ce qui se passe dans leur ville. Et la radicalisation, quand elle se passe de façon générale, elle se passe dans les réseaux sociaux. Donc à ce niveau-là, je vois pas comment ils vont pouvoir faire, à moins de voir dans la rue des gens qui marquent sur leur front: je me suis radicalisé rapidement. C'est là où ça peut effectivement peut-être amener à problématique, à une certaine problématique. C'est justement que sous le prétexte, par exemple, qu'on se laisse pousser la barbe, comme un peu moins aujourd'hui d'ailleurs, sous prétexte
prétexte, je sais pas, qu'une femme décide du jour au lendemain de mettre le hijab, décide, on a plein d'exemples. Donc on s'est considéré et soupçonné donc de se radicaliser. C'est pour ça que en même temps, c'est utile. Ça peut être utile si ça peut éviter en tout cas des carnages. Et tant mieux. Mais ça peut être utilisé malheureusement à mauvais escient et de encore une fois stigmatiser qui est stigmatisé. C'est pas la banlieue, c'est les musulmans. En l'occurrence, parce qu'on parle de radicalisation, chez les musulmans, on parle pas de radicalisation chez les juifs, ni chez les chrétiens. On pourrait en parler chez l'extrême droite, avec ces crépuscules qui opèrent, et qui avait d'ailleurs, je le rappelle, pas plus tard que la semaine dernière, on a arrêté 5 personnes qui avaient comme intention de s'en prendre au président de la République. On est beaucoup plus indulgent avec ces gens-là, qu'avec ceux qui se font pousser une barbe de 3 jours. Donc voilà, Faiza, sur ce fait-là, est-ce que franchement, bon, à titre indicatif, ça peut être intéressant pour le maire, au moins pour qu'il sache ce qui se passe dans sa commune, mais est-ce que peut-être ce qui te fait peur, toi, au-delà de tout ça, c'est effectivement, on s'en prenne encore une fois aux musulmans? C'est la mauvaise utilisation, et puis surtout, il faut rappeler, Christophe, j'ai insisté là-dessus, une fiche S, c'est pas une condamnation. Si on fiche S les gens sans les incarcérer, c'est que pénalement, on n'a rien à reprocher. Alors que des fois il y a des fiches S, tu l'as dit tout à l'heure, sur des bases de barbe. Il y a même eu des cas, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le renseignement territorial, où il y a des ex-femmes ou des ex-maris qui contactent les services de renseignement pour dénoncer leur ex-conjoint pour se venger ou pour retirer la garde des enfants ou sur des choses comme ça. Effectivement, il y a une grosse explosion là-dessus. Hein. Faiza, t'as raison, parce que il y a 2 avocates dans cette émission et qui nous ont effectivement confirmé que ce type de tactique défense était très répandu depuis au moins plus de 2 ans. Donc vous voyez, et ils savent très bien qu'après les attentats de 2015 auprès des juges, ça a un certain écho. Et beaucoup l'utilisent effectivement pour essayer de récupérer les enfants, de dire voilà que ma femme porte le hijab alors qu'elle le portait pas, que mon homme décide de porter la barbe, qui veut plus écouter la musique. Mais Christophe, c'était le cas avec l'état d'urgence. Hein. Sur les plus de 3000 et quelques personnes qui ont été inquiétées, à 90% ou 95% des personnes n'avaient rien à voir avec des terroristes, mais c'est des dénonciations, des règlements de compte, des voisins, des histoires de famille. Il y a eu un peu de tout. Et ça, c'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont encore touchées et affectées par ce qu'ils ont eu, parce que c'est très violent, une perquisition dans ce cadre-là. Ouais. Donc ça, faut pas l'oublier, faut le rappeler, parce qu'il y a encore aujourd'hui des séquelles et des personnes qui en souffrent. On a encore des échos. Et juste pour te dire que moi qui travaille dans la zone aéroportuaire du côté de Roissy, on a déjà été confronté à ça il y a quelques années, hein, des gens qui ont été balancés par des collègues, par une hiérarchie, parce que le gars avait une barbe, parce que le gars avait des propos, on va dire, un peu différents de certains, donc il était peut-être plus pratiquant, donc quelque part plus dangereux, voilà. Donc ça existe déjà. Donc aujourd'hui, vouloir mettre ça en place, je vois pas ce que le maire va en faire. C'est pas à lui d'être policier, d'aller vérifier ce qui se passe sur sa ville, notamment par rapport à ce soi-disant radicalisation. Donc moi je te dis complètement par rapport à ça, le gouvernement n'a pas la volonté de régler les problèmes. Les problèmes, on peut les régler d'une certaine façon. Il faut remettre du droit, mais aussi de l'exemplarité dans les quartiers. Il faut effacer, voire abolir les inégalités, les discriminations. Il faut donner sa part de citoyenneté à tout le monde de la même façon, droit et devoir. Tant qu'on fait pas ça, on continuera à parler de faux problèmes, de fausses solutions, simplement pour faire plaisir à une certaine opinion publique française. Bon, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs au 01 40 33 9000. Je rappelle que vous pouvez donner votre avis. Est-ce que c'est une bonne chose le fait que Castaner ait signé cette circulaire qui permet effectivement de savoir, qui permet pour le maire d'avoir ce type d'information, à savoir quelles sont les personnes qui sont radicalisées ou qui sont sur le point de se radicaliser au sein de sa ville, de sa commune. Vous nous appelez Monji qui nous appelle de Marseille. Salut Monji. Salut, bonsoir Christophe, bonsoir Faiza et je sais pas si l'autre personne, je ne me rappelle plus le nom. Nadir Kaya. Voilà. Salut. Bonsoir à tout le monde. Et en fait, comme elle a bien expliqué Faiza, en fait c'est une mauvaise solution. On veut pas régler les problèmes. Et déjà, il faut commencer par définir c'est quoi la radicalisation. On en a vu, en tant que responsable du CRI, de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, on en a vu une quantité de problèmes comme ça qui sont basés sur ce qu'on appelle les fiches blanches, c'est un signalement de police. C'est lié à un signalement d'un voisin ou d'un concurrent au travail ou des trucs comme ça. Et la personne elle est radicalisée, comme vous l'avez dit, juste parce qu'elle porte une barbe
ou parce qu'elle est plus assidue dans sa pratique de la religion. Et, on a vu que des gens ils étaient signalés par exemple des collèges et tout juste parce qu'ils faisaient le ramadan et ils ont été signalés. C'est vraiment extrêmement grave parce qu'en plus le maire il peut rien faire avec ça. Et alors parlons de la fiche S. La fiche S elle comporte aussi des syndicalistes, exact. Il n'y a pas que des radicalisés entre guillemets parce qu'il faut définir cette radicalisation. Et pour en finir, vous vous rappelez de l'histoire Msakni, nous avons posé la question à l'époque au juge de définir c'est quoi une culture radicale. Jusqu'à présent, on attend la réponse. Manji, effectivement, tu fais bien de le préciser parce que effectivement, on nous annonce dans les médias, vous êtes beaucoup à écouter la radio et regarder la télé ou lire la presse, il y a ce chiffre qui revient à chaque fois de 20 000 personnes fichées S en France. Et il faut savoir que parmi ces 20 000 fichés S, eh bien, il y en a à peu près la moitié qui sont concernés par des faits de radicalisation à l'islam. Et le reste, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'on aime bien jeter des chiffres en pâture sans en apporter l'explication de ces chiffres derrière. Et on nous fait croire aujourd'hui qu'il y a 20 000 personnes qui seraient fichées S, donc qui seraient sur le point de se radicaliser, ou qui sont radicalisées, ou qui seraient sur le point peut-être de commettre une action violente. Tout ça, c'est fait pour faire peur. Et il faut ici, en tout cas, on est là pour se faire expliquer les choses telles qu'elles sont. Merci Manji, en tout cas pour ton appel du côté de Marseille. Bonne continuation, à bientôt. Fatia qui nous appelle de Sevran dans le 93. Fatia, bonsoir. Fatia, elle est où Fatia? Bah elle est partie Fatia. 01 40 33 9000 pour nous donner évidemment votre avis. Mais moi ce que j'aimerais quand même comprendre, Nadir, comment on fait alors pour savoir si une personne se radicalise, si une personne est sur le point de commettre une action violente, parce que on nous dit quand même qu'on a déjoué pas mal d'attentats. On a vu ce que ça a pu donner quand même les attentats, hein, en 2015, en 2016 à Nice, et etc. Comment on fait alors si à chaque fois qu'on va faire quelque chose, ah non parce que ça on va encore s'en prendre aux musulmans, ou peut-être. Moi j'ai envie de poser la question, quelle est votre solution? Christophe, je voudrais juste te rappeler qu'il y a deux éléments dans cette histoire-là. Il y a un élément franco-français qu'il faut régler en interne, mais il y a aussi la partie géopolitique de la France et ses actions dans certains pays qui font qu'aujourd'hui on subit aussi une certaine radicalisation externe et qui vient aussi régler ses comptes en France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème franco-français. C'est de savoir qu'il y a des jeunes qui sont, pour certains, issus de nos quartiers, issus de notre culture, qui ont grandi avec nous et qui du jour au lendemain passent à l'acte. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse parce que ce sont des Français. Bah, comment on fait pour les détecter alors? Moi je suis pas dans les conséquences. Moi ce qui m'intéresse c'est les causes. Parce que si on comprend pas les causes, on pourra pas trouver les solutions. Et quand je te dis que la volonté politique aujourd'hui elle est pas là, parce que ce sont des Français. Après qu'il y a des gens qui vous disent oui mais c'est les musulmans, c'est les arabes, c'est toujours les mêmes. Bon bref, ça c'est des discours qui n'apportent rien, qui construisent rien du tout, qui simplement alimentent de la haine. Mais concrètement, si on essaie d'être juste, on se dit voilà, en tant que citoyen, j'aimerais savoir comment se fait-il qu'il y a d'autres citoyens avec qui je peux grandir, avec qui j'ai grandi, qui peuvent du jour au lendemain se faire sauter au nom d'une idéologie ou d'une religion dans laquelle je ne me retrouve pas du tout et pour laquelle l'État français a aussi une part de responsabilité. Et je rappelle, et je le rappellerai sans cesse, quand Valls avait parlé à une époque d'apartheid social, territorial, ethnique, ça veut dire que l'État, indirectement ou directement, a construit un apartheid, a fait en sorte que certains Français ne soient pas comme des Français, considérés comme des Français, et à partir de là, une minorité, bien évidemment, une minorité a sombré dans l'obscurantisme ou dans plein de choses. On peut parler aussi des trafics de drogue, des incivilités. Moi aussi, ça m'intéresse aussi bien plus que la radicalisation, parce que ça fait plus de morts que la radicalisation, mais ça on s'en fout. Les Français s'en foutent. Quand on regarde un peu les chiffres, depuis 30 ou 40 ans, tous ceux qui sont morts dans nos quartiers à cause des trafics de drogue, à cause des incivilités, à cause de la violence, à cause de plein de choses, et notamment des inégalités aussi, ou des violences policières, pourquoi on n'en parle pas? Si on fait le constat macabre de regarder simplement les chiffres, ben moi je te dis qu'il y a plus de morts par rapport à ça que par rapport au terrorisme. Mais ça on s'en fout. Pas nous, mais les Français s'en foutent. Fatia, avant que Faiza nous donne peut-être sa solution, bah elle est pas encore partie, je sais pas ce qu'elle fait Fatia, apparemment ça passe mal du côté de Sevran, hein, le téléphone. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Ah, peut-être qu'elle est là, alors je vais peut-être faire une bêtise. Bonsoir Fatia. Bonsoir Fatia, pardon.
Bonjour Christophe, je suis dans la zone aéroportuaire et on capte rien, je crois. Voilà. Ça va? Ouais, faites gaffe, hein, vous êtes fiché S, vous, hein, bientôt. Hein. Oh, non, j'espère pas, franchement, ça fait flipper, ils font flipper les gens. Bon. Non, je voulais juste rebondir là sur les couples là qui se déchirent parce que ça me fait mal au cœur. Les quoi? J'ai une anecdote, les couples qui se déchirent et qui... Ah oui, d'accord. Oui, absolument. On faisait référence tout à l'heure, effectivement. C'est Faiza d'ailleurs qu'on a parlé. Je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai un cas concret et franchement ça m'avait brisé le cœur quand elle m'avait raconté ça. En fait, c'est un couple qui était marié, tout allait bien, ils ont eu un fils, tout va bien. Ils étaient pratiquants tous les deux, tout va bien jusque-là. Sauf que la femme, à un moment donné, elle en a eu marre, elle supportait plus son mari, elle a voulu divorcer, donc elle a divorcé. Et que son mari, lui, en fait, pour se venger, comme vous avez dit, il a retiré sa barbe, il s'est habillé en fashion victime, il s'est présenté au tribunal en disant, regardez, je veux récupérer la garde de mon fils, regardez là, elle porte une niqab, c'est avant de faire un futur terroriste, Et donc pour récupérer la garde, donc lui il a fait ça, donc ils ont été reconvoqués une deuxième fois, et là elle qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui mais il touche, alors franchement c'est pas cela, mais voilà il y a des attouchements sur mon fils, ceci cela, et quand ils m'ont raconté ça je leur ai dit mais c'est pas possible, on est des musulmans quand même s'il y a la loi de la France, il y a l'État, il y a cette vie, il y a cette dunya, il y a l'akhira, on va payer tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit, comment on va rendre compte de tout ça, et les gens, je crois qu'en tout cas eux ne se sont pas rendus compte. La seule chose qu'ils voyaient c'était la garde de leur fils, et je leur ai dit votre fils, ce qui va arriver c'est que toi en tant que terroriste et lui en tant que futur pédophile, votre enfant il va être élevé dans le Berry ou dans le Loiret par Jacqueline et Robert, et c'est tout ce que vous allez gagner, et c'est pas normal et c'est pas juste, vous devriez penser à votre fils avant de penser à vous-même. Mais bon, ça m'avait brisé le cœur. Donc merci, en écoutant votre émission là, ça m'a fait repenser à Merci Fatia pour cette petite anecdote, effectivement, qui n'est pas une histoire isolée malheureusement, puisqu'elle s'est multipliée à en croire. Et d'ailleurs, si elle nous écoute, que ce soit Maître Maghrébi ou Maître Rigui, qu'elle nous appelle en direct pour peut-être nous confirmer ce type d'explosion d'affaires et d'accusations au vu de ce qui s'est passé en 2015 et après. Et utilisant, j'allais dire, cette peur et cette tragédie pour l'utiliser à des fins personnelles, pour récupérer parfois des enfants, pour obtenir satisfaction dans un divorce. Vous nous appelez évidemment pour nous donner votre avis. Alors Faiza, tout à l'heure je posais la question à Nadir. Bon, ok, vous êtes dans la dénonciation, ok, vous êtes dans la critique, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on pour détecter les personnes qui se radicalisent et qui sont sur le point de se faire péter pour une idéologie qui n'est pas évidemment celle que l'on connaît? Alors, il faut aussi préciser pour commencer que ceux qui passent à l'action, parfois, ils sont pas fichés S, comme ça a été le cas ici du terroriste de Nice qui a. Oui, mais la plupart du temps, ils sont fichés S, ce qui est encore plus grave, Faiza. Oui, c'est vrai, mais après, moi, je suis hyper favorable. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde à mettre beaucoup plus de moyens dans les services antiterrorisme, privilégier toujours le renseignement de terrain, parce qu'aujourd'hui, les RG, ils sont beaucoup sur Internet à surveiller ce qu'on fait depuis leur bureau, mais en réalité, ils savent pas vraiment quelle est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que aujourd'hui, Castaner, s'il doivent prendre une mesure, c'est d'embaucher plus de personnes dans le renseignement pour faire de vraies enquêtes avec de vrais faits étayés corroborés par des actions concrètes pour pouvoir justifier qu'on suive un tel ou un tel, qu'on va pas suivre les gens sur des. Attendez, vous vous rendez compte que le personnel qui est mobilisé sur des fiches qui sont erronées ou des fiches qui sont pas justifiées. Je crois qu'il faut mettre des moyens dans l'antiterrorisme, surveiller. Pas en masse, mais surveiller quand on a des soupçons. Et puis quand ils sont pas là, il faut reconnaître qu'on se trompe et puis qu'on passe à autre chose. On laisse, mais vraiment aller sur il faut que les RG, puisqu'ils nous surveillent H24, je dirais, qu'ils aillent sur le terrain pour se rendre compte de la réalité de ce que c'est très bien. Alors ça c'est une bonne proposition, Nadir, d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe. Par exemple, tu parles de la banlieue tout à l'heure en tant que président de Banlieue Plus. De qui? Des RG, bien sûr. Ils ont jamais quitté le terrain. Ils sont là. Oui, mais encore davantage. Encore. Mais le pire là-dedans, c'est qu'ils savent ce qui se passe. Après, il y a des choses qu'ils peuvent pas maîtriser. C'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Mais en grande partie, ils savent très bien ce qui se passe. On le sait dans les quartiers. On se connaît tous les uns les autres. Donc à un moment donné, moi je te dis simplement, il n'y a pas de volonté politique de régler les problèmes réellement. Qu'on invite tous les gens qui vivent dans les quartiers, qui sont engagés, qui font des choses depuis toujours pour régler les problèmes, apporter des solutions. On peut trouver des solutions. Après, il n'y a pas de solution miracle. Ça c'est clair, parce qu'il y a un retard de 30 ou 40 ans, je te dis, sur les quartiers. Autant sur la violence que sur plein d'autres choses. Après, la radicalisation, c'est encore une couche supplémentaire au millefeuille français qui va mal. C'est bon le millefeuille.
Hein? C'est bon le millefeuille. Ouais, mais celui-là il est pas bon parce Ouais. que aujourd'hui on voit ce qu'il donne, il est indigène, il est pas bon, il est sucré, il est gras et voilà, ça donne plein de maladies. Mais sérieusement, il y a pas de volonté politique. Moi ce qui me touche un peu dans cette circulaire, c'est que je pensais que Macron ne souhaitait pas de tomber dans cette folie de chasser ou de faire croire que les musulmans étaient responsables de tout, et je m'aperçois qu'en fin de compte, il cède à une certaine pression et donc il lance comme ça une idée qui me paraît pas du tout intelligente et qui démontre qu'il n'y a pas de volonté politique. Je reviens encore là-dessus parce que sans volonté politique, on peut rien faire. On le voit dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui agissent depuis des années, mais c'est pas suffisant. C'est un travail qui doit se faire de façon commun avec tous les acteurs concernés. Et donc là, je vois que c'est pas le cas. Alors, une petite, on en reparle dans un instant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels au standard 01 40 33 9000 et c'est intéressant en tout cas de vous écouter parce que l'émission du LGF, vous le savez, c'est la voix du peuple, c'est le peuple qui s'exprime ici et sans filtrage ou presque rien en tout cas. Vous nous appelez au 01 40 33 9000, mais avant la première pause, le petit plus de l'info. Eh oui, ça y est, crise politique au sein du gouvernement israélien. On l'a appris en début d'après-midi tout à l'heure. Le ministre de la Défense a annoncé sa démission. On savait qu'il était opposé à donc l'accord de cessez-le-feu, le dernier cessez-le-feu conclu entre le gouvernement israélien et le mouvement du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, vous le savez. Eh bien, il a donc mis sa menace à exécution. Victor Lieberman démissionne alors que Netanyahou ce matin encore justifiait le principe donc de ce cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Petite réaction rapide, Faiza, Nadir, sur la démission de Lieberman, c'est la crise politique en vue en Israël. Faiza ? Écoute, je sais même pas quoi dire dans cette situation parce que qu'il démissionne ou pas, j'ai envie de te dire, je vois pas trop bien ce qui va changer. Aujourd'hui, Israël bénéficie d'une impunité totale au niveau national et international. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a rien qui nous garantit qu'un jour même ça s'arrêtera. Et rien même qui nous donne le moindre espoir qu'un jour ça s'arrêtera. Je crois qu'il faut prendre des sanctions internationales sur ce pays, mais il y a personne qui est disposé à le faire. Donc je suis assez pessimiste sur l'avenir de cette situation. Nadir, sur la démission de Lieberman. Oui, malheureusement, ça va rien changer à la situation des Palestiniens. Ça va peut-être, oui, ça c'est clair, mais ça va foutre le bazar au sein de la politique israélienne. Oui, mais et au sein de la population israélienne aussi, on le sait, le gouvernement israélien occupe sa population avec ces guerres qu'elle mène partout, et notamment les Palestiniens, parce qu'il y a une division réelle au sein même de cette population. Donc voilà. Oui, mais cette division, c'est du feu d'artifice parce qu'il faut pas oublier que c'est un colonisateur. Bon. Moi, je l'appelle comme ça. Donc le colonisateur, dans sa politique générale, il va s'y retrouver. Il trouvera feu toujours. D'artifice. Il peut trouver toujours pire dans cette logique de colonisation, de destruction et de massacre en tout genre. Donc ça soit lui ou un autre, je pense pas que malheureusement c'est ça qui va aider les Palestiniens à retrouver une certaine liberté. Dans un instant, avec vos appels 01 40 33 9000, on prendra la direction aussi du Brésil dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, on est là messieurs dames, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, 08 80 01 40 33 9000. Non, c'est gratuit, profitez-en. 01 40 33 9000, vous pouvez nous appeler de partout, que ce soit de France mais aussi de l'étranger. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous, on aime bien vous savoir nous écouter à New York ou à Los Angeles ou au Maghreb, partout ailleurs dans le monde évidemment. Vous pouvez nous appeler 00 33 1 40 33 9000, c'est le LGF avec Nadir Kaya et avec Faiza Ben Mohamed. Oh là là, quelle erreur j'ai fait. Avec Faiza Ben Mohamed et Nadir Kaya, quand même un peu de galanterie ça se perd. Bon, on parlait de Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui lui prend son boulot à cœur. Pour le coup là, il est au taquet depuis sa nomination. Christophe Castaner, il est partout. Et il a signé donc cette circulaire hier permettant pour les maires d'avoir l'information de personnes radicalisées au sein de leur ville, de leur commune. Comment expliquer, quand on prend Faiza, Nadir, quand on prend le parcours de ces personnes que l'on a eu à connaître, j'allais dire malheureusement, au travers de ce qui s'est passé en 2015, en 2016 à Nice et dans divers attentats, on avait l'impression que c'était des jeunes qui étaient plutôt bien dans leur peau, qui alors pour prendre l'exemple des frères Kouachi ou même des frères Abdeslam, c'était des gens même qui étaient qui vivaient, qui allaient en boîte de nuit, qui buvaient de l'alcool, qui étaient dans l'excès, etc. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent à se faire sauter au nom de l'islam. Donc ils étaient pas bien dans leur peau.
Bah je sais pas moi. Ah si, parce que la plupart d'entre eux avaient déjà un parcours assez chaotique, de la délinquance, petite ou moyenne, voire dure pour certains. Mais les plus dangereux dans ces profils-là, c'est pas ceux-là. Ceux-là, entre guillemets, non, mais c'est difficile de les détecter. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, au contraire, tu peux les tous les détecter parce jeunes que c'est un parcours sont dans la chicha ou vont boire. Tu vois, ils sortent le samedi soir avec les potes en boîte. Comment tu vas faire pour détecter ces mecs-là si 15 jours après ils se font sauter? C'est pas possible. Non, au contraire, je pense qu'ils sont plus faciles à détecter que l'un des auteurs d'un attentat, là, je sais plus lequel, je crois qu'il était chauffeur de bus, qui était marié avec 2 enfants. Celui-là, il fait peur, ce profil. Pourquoi? Parce que lui, il était citoyen tout à fait normal, avec une situation familiale, professionnelle. Ça, par contre, ces parcours-là, ça fait flipper parce que c'est des gens qui ont sûrement été radicalisés par les réseaux. Et donc là, en termes de visibilité, c'est pas évident. Même un maire, s'il a les informations, je pense pas qu'il pourra faire quoi que ce soit. Par contre, la grande majorité de ceux qui se sont fait sauter avaient des parcours chaotiques ou avaient eu affaire à la justice. Donc eux, entre guillemets, tu peux te dire, voilà, on peut les surveiller parce que c'est des gens quelque part qui sont assez faibles et qui sont manipulables. Ouais, ces gens-là, ouais. Mais pour l'autre, comme je t'ai dit, le chauffeur de la RATP, si c'est bien ça c'est des profils qui sont hyper compliqués à déceler. Ben par exemple que tu as connu, Faiza, à Nice, hein, ce chauffeur de bus, ce chauffeur de ce camion là qui a été un camion meurtrier avec plus de 90 personnes écrasées, tuées comme ça le jour du 14 juillet. Il était difficile de détecter ce profil. Bah, ça, lui, il fait clairement partie des profils indétectables. C'est quelqu'un qui avait eu vraisemblablement des problèmes de violence dans son entourage, des problèmes de drogue, des problèmes de comportement, des problèmes d'excès, en fait, comme tu disais tout à l'heure. Mais si on doit commencer à aller surveiller tous ceux qui ont des problèmes d'excès, eh ben, je pense qu'il y a un gros pourcentage de la population française qui peut poser problème. Là, aujourd'hui, sans vouloir être fataliste, hein, mais on n'a pas les moyens de détecter tous les profils. Il y en a qui aujourd'hui partent encore en zone irako-syrienne sans que personne n'ait jamais rien vu venir, et après tu as toujours les voisins qui te disent oui mais il était gentil, mais on n'aurait jamais cru, on aurait si. Et je crois que on peut pas tout maîtriser, malheureusement. Oui, et puis faut rappeler quand même que la France entre 2012 et 2015 a laissé partir des mineurs, puisqu'on a retiré cette autorisation parentale. Et les mineurs ont ainsi pu quitter le territoire français sans aucune autorisation, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. On a remis cette autorisation obligatoire à partir de 2015. Quelque part, là, je suis très étonné que les journalistes ou que les observateurs, que les responsables de ce pays n'aient pas aussi pointé du doigt cette problématique, parce que dans ce cadre-là, pardon de le dire, mais la France est un peu responsable de ces mineurs qui sont partis en Syrie et en Irak. Moi, Christophe, quand tu me rappelles ça me frustre énormément, parce que moi, ce que je disais... Et c'est vérifiable, hein, c'est évidemment, je ne m'aventurerai pas à dire n'importe quoi. Il n'y avait pas d'autorisation obligatoire pour sortie de territoire pour les mineurs entre 2012 et 2015. Christophe, ces personnes-là, pour la plupart du temps, qui sont ados ou même un peu plus que des ados, ce sont des enfants de la République. Donc, s'ils ont fait ça aujourd'hui, c'est que quelque part, la République a failli quelque part. Comment ça se fait que ces gens-là, qui sont nés en France, qui sont passés par l'école de la République, qui ont vécu avec nous, pour nous, les personnes citoyens issus des quartiers populaires, comment se fait-il que ces gens-là en arrivent à ces actes aussi violents et barbares quelque part? On a grandi avec eux. Donc moi, ce qui me frustre aujourd'hui, quelques années après, c'est qu'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Ils veulent pas, ça les intéresse pas. Ce sont des citoyens que eux-mêmes ils nous considèrent comme des citoyens de seconde zone. Donc ça les intéresse pas parce que quelque part, ça va les obliger à reconnaître certaines de leurs responsabilités. Moi, je dis pas que c'est l'État qui est responsable de tout, évidemment, mais il a une part de responsabilité importante. Bah, et cette part de responsabilité, elle date d'il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Tu as raison. C'est une responsabilité qui part de très loin. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, finalement. Il y a aussi ces profils de jeunes qui ont abandonné le terrain de l'école pour aller peut-être gagner de l'argent très facilement. Comment on gagne de l'argent facilement dans les quartiers, Nadir? Je t'apprends rien. C'est la drogue. Ah oui, non mais moi je t'ai déjà dit, moi c'est des sujets, moi j'ai pas de tabou là-dessus, hein, tant qu'on fait pas aussi de débats récurrents sur les vraies situations des quartiers populaires notamment. Non mais parce qu'il faut être capable parfois de pointer du doigt là où ça fait mal. Et j'ai l'impression que des fois que ça gêne certaines personnes, on a un peu de mal à parler des problématiques de chez soi. Et il faut commencer d'abord par chez soi pour parler des autres, non? Enfin je sais pas. Hein.
Moi j'ai pas de tabou là-dessus. Non, mais je dis pas que t'as des tabous là-dessus. Je dis qu'en général, quand on commence à évoquer ces sujets, on n'aime pas que les autres en parlent, mais on n'aime pas non plus en parler. Donc, moi je le vois à travers les réseaux sociaux quand j'aborde certains problèmes qui sont liés au quartier, notamment sur les incivilités, les trafics de drogue, par rapport à certaines personnes qui peuvent me suivre. Le fait de voir un Maghrébin en parler, de participer à certains débats médiatiques, on me dit oui, t'es passé à la télé, donc t'es un vendu. Non, je suis pas un vendu. Tu connais pas mon parcours. Je suis un mec de banlieue, un mec de cité. T'es un grand frère. Je suis je suis un grand-père. Je suis un Français. Pas un grand-père. Je suis français, je suis algérien. Mon identité elle est plurielle, mais il faut pas avoir tabou. Par contre, il faut essayer de se respecter en parlant, mais voilà, c'est sûr qu'il faut aborder tous les sujets, même ceux qui fâchent, et notamment ceux des quartiers populaires, parce que quand c'est les politiques et des gens d'extrême droite ou d'ailleurs qui évoquent la chose, on les traite de racistes. Donc à nous de récupérer nos problèmes et de les régler. Bon, Aziz est avec nous, il nous appelle de Paris. Bonsoir Aziz. Oui, bonjour. Bonjour Aziz, bienvenue dans la meute. Ça va? Ouais, très bien, et toi, on t'écoute Aziz. Ouais. Moi je vais être un petit peu hors sujet, en fait, je vous appelle pas par rapport à ça. Oui. Possible, ouais, vas-y maintenant que t'es là, hein. Vas-y Aziz. Ça dépend du sujet. Non mais au fait, moi ça fait un moment que j'essaye d'appeler Christophe par rapport à un phénomène qui se passe en Algérie. Ah. Je suis un petit peu de près. Ouais. Et au fait, je sais pas si t'étais au courant, il y a un gars qui s'appelle Amir DZ. Amir DZ, oui, absolument. Ouais, au fait, c'est un gars, c'est un internaute, un gars qui a une page Facebook et tout. C'est le copain Nekaz, c'est ça? De quoi? C'est le copain Rachid Nekaz. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Pardon. Non, c'est un gars à part. Au fait, le gars, il sort des dossiers, des gars, vraiment, des dossiers solides sur les responsables, sur les politiques et tout. Et dernièrement, il y a eu une campagne contre lui via une chaîne, machin, truc et tout. Et j'étais un petit peu étonné parce que moi, je t'écoute tous les jours que t'as pas relaté un petit peu ce phénomène, quoi. C'est tout. Hein. Ouais, écoute, on évoque plein de choses et on peut pas non plus traiter tous les sujets. On essaie comme ça de faire un choix, mon ami. Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais comme tu fais un petit peu le surtout qu'en ce moment, tu m'accorderas, c'est assez le bordel politiquement en Algérie. Si on devait parler de l'Algérie, on en parlerait tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc voilà. Non, mais c'est normal. Non, mais comme c'est un peu... je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est le cas, oui. Toutes les infos là-bas et tout, donc voilà, c'était juste pour merci pour leur sujet, Aziz. Ah, bravo. Ouais. Bon, je te mets pas un 20 sur 20 pour le coup, hein. Ciao. Lamia est avec nous, elle nous appelle de Metz. Bonsoir, Lamia. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je vais déranger. J'ai un gros souci à vous poser. Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, on est dans le grand forum, là. Qu'est-ce qui se passe, Lamia? Je sais pas si je peux vous le dire, c'est un familial, là. Attendez, mais madame, vous êtes trompée d'émission, je pense, là, à mon avis. Je pense qu'elle veut poser une question, mais on n'est pas habilité à y répondre, chère madame. Je suis désolé, 01 40 33 9000, comme quoi il peut se passer tout dans cette émission, c'est extraordinaire. 01 40 33 9000, à moins que Faiza a peut-être la réponse. T'as une réponse à donner à Lamia pour un problème familial? C'est de la voyance, non? Je sais pas ce que c'est, j'ai pas non plus creusé. Voilà, faut prendre son mal en patience. Conseil judicieux de Faiza Ben Mohamed. Très bien. Un dernier appel là-dessus avant qu'on file au Brésil, parce que on va parler de la viande halal. Allô, je dis halal parce que quand je dis halal, on me dit non, faut pas dire halal. Allô, bonjour. Miaou miaou. Ah, ça faisait longtemps. Ah c'est sympa, voilà. Un chat même halal. Les chats ont des choses à dire sur le sujet, c'est extraordinaire. 01 40 33 9000. Alors on va filer maintenant au Brésil, messieurs dames, et je vous incite d'ailleurs à continuer de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel pour savoir si c'est une bonne chose le fait que Castaner ait signé donc cette circulaire permettant aux maires d'avoir cette information, de savoir concernant les personnes radicalisées au sein de leur ville, de leur commune. Vous continuez de répondre, donc Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, et pour l'instant vous êtes très majoritairement à penser que c'était pas une bonne mesure, que c'est pas une bonne chose. Voilà, un petit peu d'ailleurs comme Nadir et Faiza, sans trahir aucun de leurs propos. Alors on va filer au Brésil puisque le premier exportateur mondial de viande halal, le Brésil pourrait voir ses relations commerciales avec les marchés arabes menacées avec le nouveau président, vous le savez, favorable au transfert de l'ambassade, comme vous le savez, donc de son pays, de Tel Aviv à Jérusalem. Est-ce que d'après vous, et c'est la question que je vous pose, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000 ainsi qu'à Faiza Ben Mohamed et Nadir Kaya, est-ce que d'après vous les pays arabes vont peut-être pratiquer le boycott pour le coup, ou alors continuer leur petit tour de marionnette comme on a l'habitude de les voir en ce moment? Faiza?
Ah, tu sais, sur les relations internationales entre les pays, les pétromonarchies et le Moyen-Orient dans sa globalité, il faut pas trop placer nos espoirs en eux. Je pense qu'ils vont rien faire du tout. Ah oui, alors ils vont rien faire du tout. Mais moi, est-ce que vous saviez d'abord que le Brésil était le premier exportateur de viande halal? Moi, je savais pas. Moi non plus, je savais pas du tout. Voilà. Nadir, là-dessus, est-ce que, d'après toi, les pays arabes vont peut-être punir les envies un petit peu particulières du nouveau président d'extrême droite du Brésil? Donc tu m'apprends une chose, c'est-à-dire que tous les pays arabes ont de la viande halal. Il paraît, c'est une surprise là, déjà. Je suis pas certain de ça déjà. Donc après, de savoir si déjà eux-mêmes sont capables de s'entendre pour être d'accord sur ce sujet-là et donc faire front commun. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils ont d'autres priorités. Après, le Brésil a déjà de bonnes relations avec Israël. Hein. Je pense pas que ce soit un pays qui reconnaît pas Israël officiellement. Donc si on est logique dès le départ pour des pays qui sont arabes et qui sont contre l'occupant sioniste et donc Israël. Donc ça voudrait dire il doit plus en avoir beaucoup. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 5-6 pays arabes qui sont déjà contre Israël. Donc logiquement, si tu en as plus que ça, qui acceptent déjà la viande du Brésil, tout en sachant que le Brésil a des accords avec Israël, tu vois, c'est déjà assez compliqué tout ça. Hein. Mais ça montre quelque part dans cette information. Bon, évidemment, pour l'issue, on connaît tout ce qui va se passer. Et on voit d'ailleurs un petit peu le jeu qui s'opère au Moyen-Orient avec les pays arabes qui, au lieu d'aider les Palestiniens, les enfoncent davantage. Mais ça montre une chose, ça montre que ces pays arabes sont des véritables marionnettes. Parce que s'ils étaient unis, ils pourraient peser, ils pourraient se faire respecter, ils pourraient même ennuyer, embêter même certains gros pays à l'image des États-Unis ou de l'Europe. Et ben non, au lieu de ça, ils marchent main dans la main, et pire que ça encore. Mais ils le sont même pas déjà en termes d'amitié. Donc d'un point de vue politique, sachant qu'ils ont des convergences, ils n'ont pas des convergences, ils ont des divergences stratégiques et économiques sur certaines affaires. Je vois pas comment sur celle-ci ils seraient capables de s'unir pour faire face à ce marché brésilien, notamment et avec cette volonté de dire oui à l'ambassade israélienne. Franchement, je pense qu'ils ont d'autres problèmes à régler, et puis la plupart d'entre eux, on sait très bien qu'ils sont déjà pilotés par d'autres personnes, donc s'ils ont l'accord, ils le feront, s'ils l'ont pas, ils feront rien. On va voir ce qu'en pense Saïd qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Saïd. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Donc j'interviens au sujet de la viande halal. Oui. De nouveau, on est encore dans un faux problème parce que c'est même pas un vrai problème tout ça. Premièrement, est-ce que les pays arabes ne vont pas se débrouiller un jour pour assurer leur autonomie? Il faut toujours attendre les autres, quoi. Voilà la première contradiction. La deuxième, le halal, moi, j'ai du mal à savoir ce que c'est halal, quoi. Halal, c'est tout ce qui est bon, hein. Alors c'est vrai que le halal, si on prend juste le marché français... Ça peut être la viande comme ça peut être un avion. Ouais, enfin oui, d'accord. Oui, c'est vrai que quand moi j'ai vu, j'ai commencé, vous savez, j'ai commencé à me poser des questions lorsque j'ai vu dans des salons, on va pas dire lequel, parce que voilà, des dentifrices halal, du shampoing halal, du champagne halal. Voilà, je dis là, ok les gars, là c'est devenu vraiment un marché là. On est un peu dans l'exagération. Ouais. Est-ce que justement t'es très regardant toi là-dessus, Saïd, ou pas? Comment? Est-ce que tu es le genre de consommateur qui va t'assurer que effectivement ce que t'achètes c'est bien du halal, ou alors à partir du moment où c'est marqué, tu dis voilà. Non, moi je suis pas sensible au langage des marques, quoi. Ouais. Moi, je choisis à partir du moment que quelque chose est bien, pour moi c'est halal. Oui, vu sous cet angle, oui, pourquoi pas, oui. Bon. Merci Saïd, en tout cas 01 40 33 9000, mais c'est vrai que le halal aujourd'hui, si on prend le marché français, en tout cas, Faiza et Nadir, c'est un truc de fou. Ce que ça représente économiquement, je crois que c'était, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était là 5 milliards d'euros, je crois, le marché du halal. Ouais, c'est ce qui a été estimé, ouais. Ouais, ça. 5 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a même des gens qui mangent du halal sans le savoir. Oui, mais bon, c'est pas mortel, hein. Non, pas du tout, mais pas du tout, mais ça a de quoi irriter certaines personnes, justement, qui ont l'impression de manger du halal, on dirait qu'ils vont s'égorger, quoi.
Ouais, mais je pense que ça c'est des problèmes qui sont un peu plus profonds à mon avis. Mais après sur la question du halal, moi je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a un petit peu d'abus et qu'on en fait vraiment du commerce sur la question du dentifrice, du shampoing, des voyages halal, des ci, des ça. Je suis pas sûre que ce soit des labels qui soient pertinents. Après, ici, en tout cas en France, il y a un gros problème, c'est les certificateurs qui donc certifient la viande comme étant halal quand elle l'est pas. Et ça c'est pour moi c'est quelque chose de scandaleux et contre lequel il faut à un moment donné conscientiser les esprits des musulmans. Ah, je vais t'énerver, Faiza. Puisque tu parles des certificateurs, t'as vu ce que El Karoui propose lui pour les certificateurs? Alors il se propose de s'attaquer à eux, direct. Ouais, j'ai bien vu. Il propose de diligenter des contrôles fiscaux, sanitaires et sociaux voilà. Pour les certificateurs qui accepteraient pas de rentrer dans son projet, parce que c'est son projet, pas celui des musulmans. À un moment donné, il faut que quelqu'un dénonce ce monsieur et que cesse ce chantage à la délation, ce chantage à mettre les musulmans au pas. Aujourd'hui, il y a des certificateurs très sérieux. Si demain ils n'ont pas envie de travailler avec monsieur El Karoui, ils ont le droit de pas travailler avec monsieur El Karoui. Oui, voilà, ils ont libre choix encore. Karim qui nous appelle de la 86. Salut Karim. Salut Christophe, salut Faiza, salut Nadir. Salut. Ouais, juste avant de j'oublie, est-ce que Nadir il a un Twitter? Oui, bien sûr. Oh là là, faut faire attention. Attends, si Nadir, on va te traiter d'islamiste et d'antisémite. Attention. Nadir, son Twitter, il est très très connu. Attention, c'est Nadir Kaya. Nadir Kaya, tu tapes, voilà. Nadir Kaya, ok. Ouais. D'accord. Ouais, moi je voulais juste rebondir par rapport à. Moi, tu m'as pas demandé mon compte Twitter par contre. Non, il t'a pas demandé ton compte Twitter à Faiza par contre. Parce que je l'ai déjà. Ah voilà, il l'a déjà. Bien joué. Ah oui. En même temps, il y a plus de 20 000 personnes qui la suivent, donc. Ah oui. Ah bah oui, non mais attends. Si. C'est Faiza Ben Mohamed, mon pote, hein. Voilà. Ouais, non, mais entre riffs, après, ça se restreint, donc, tu vois, Oh là, d'accord, les communautaristes, oh là là. Je plaisante. Non, on n'est pas communautariste, tranquille, on parle de chez nous, quoi. Il faut être fier, chacun doit être fier de ce qu'il est. Exactement, soyez fiers de votre région et de votre pays. On plaisante. Bon, Karim, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, c'était juste les propos de Castaner, moi, ce qui m'a choqué un petit peu, par rapport à, tu vois, prévenir les maires, tout ça, c'est qu'il a dit, dès qu'une personne, d'accord, se radicalise ou plus ou moins, ouais. le maire pourrait prendre des sanctions contre lui. Ça veut dire quel type de sanctions? Des choses comme ça, quoi. Quel type de sanctions? Ouais, mais il pourrait prendre des sanctions à partir du moment où la personne travaille au sein même de la commune. Mais voilà, si elle ne travaille pas, de la ville, ça va être compliqué. Pour un simple citoyen lambda, par exemple, moi j'habite telle ville et que le maire juge que ou qu'il a eu des informations comme quoi je me radicalise, qu'est-ce qu'il va prendre comme sanction à part m'augmenter les impôts? Non, c'est pas loyal ça. Il peut prendre. Il y a des maires qui sont capables de rendre la vie dure. Hein. Il y a des maires qui ont des pratiques mafieuses. Hein. Ouais, ils vont t'envoyer les pitbulls, je sais pas. Non, mais ils peuvent t'embêter. Je sais pas si t'as un logement HLM, il y a plein de choses comme ça. Hein. Vous avez pas payé votre loyer en temps et en heure. Si tu fais du sport, tes enfants, il y a pas que toi. Hein. Vous avez pas payé la cantine, tout l'environnement. La question du contrôle fiscal, la question des problèmes administratifs, la question des inscriptions des enfants à la crèche, la question de HLM. C'est vrai. C'est des vrais problèmes. Hein. Absolument. Karim, tu nous as foutu la trouille là. Attends, comment? Vas-y, on t'écoute, Nadir, pour ta question. Non, juste une parenthèse. Tu sais, il y a des gens, ils ont pas besoin d'être renseignés par les RG ou inviter les maires à savoir ce qui se passe. Il y a des maires qui ont des pratiques un peu bizarres, on en parlait il y a quelques temps, qui harcèlent les commerçants qui font du halal. Ah oui, exact. Avec des contrôles bizarres au niveau de l'hygiène. Dans quelle ville là, dans région parisienne? Ah bah, à Colombes, je crois. À Colombes, merci Karim. Dans le 9-3 aussi, nous à Gennevilliers aussi. Ah ouais. Il y a bizarrement beaucoup de commerces ou des sandwicheries qui sont très très souvent contrôlés pour des raisons d'hygiène. Pour certains, il n'y a pas de doute, hein. Il y en a aussi qui ont des défauts, mais c'est souvent les mêmes commerces. Donc ça aussi c'est un peu bizarre. C'est bizarre. C'est plus que merci bizarre. Karim en tout cas pour ton appel. Merci à vous. Bonne continuation. Et bonne route sur la 86. Donc vous pouvez continuer de nous appeler évidemment 01 40 33 9000. Le plus de l'info dans le LGF évidemment. Alors cette info importante aussi que nous vous donnons, il va bien y avoir un ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. Sachez-le, messieurs dames. C'était vacant depuis l'élection de Donald Trump. Ça fait presque 2 ans. Eh bien, alors que le contexte est particulièrement tendu en ce moment entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, avec l'assassinat, vous le savez, du journaliste saoudien Jamel Khashoggi, le futur ambassadeur qui doit être confirmé par le Sénat américain s'appelle John Abizay et ancien chef des forces américaines au Moyen-Orient.
John Abizaid, un héros comme les aime l'Amérique, 67 ans, général 4 étoiles. Il passe presque toute sa vie au service de l'armée jusqu'à devenir le boss, le patron des forces américaines au Moyen-Orient. Il officie en Irak, il connaît bien la région. Ses origines libanaises lui offrent des avantages. Il parle arabe couramment. Diplômé de la prestigieuse université d'Harvard durant ses années d'études, il a également écrit un mémoire sur l'Arabie Saoudite, le royaume saoudien, où il doit désormais prendre ses quartiers. Le poste d'ambassadeur américain à Riyad, vacant depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, devient donc de nouveau central. L'affaire Khashoggi est passée par là. Washington et son allié historique dans le Golfe sont en crise. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avertit: nous avons demandé des comptes dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Les États-Unis stoppent également le ravitaillement des avions saoudiens qui interviennent au Yémen. Et comme pour multiplier les messages à l'égard de Riyad, le nouvel ambassadeur américain pense qu'il est possible de vivre avec un Iran nucléaire, inacceptable pour les Saoudiens. Rappelons-le. Alors, petite réaction sur ce poste donc qui va ne plus être vacant en l'occurrence sur cet ambassadeur qui va prendre ses fonctions visiblement en Arabie Saoudite. Faiza, Nadia. Écoute, je crois que là, on a l'illustration parfaite du fait que les pétromonarchies et certains pays du Moyen-Orient n'ont absolument pas l'intention de prendre une quelconque sanction sur des pays, que ce soit les États-Unis avec parfois même des politiques racistes, xénophobes, islamophobes et tout ce que tu veux, et ou le Brésil, comme tu l'évoquais tout à l'heure. C'est des compromissions, c'est un échange de bons procédés. On sait que les États-Unis sont les alliés des Saoudiens et des Israéliens. Bon, ouais. Soit. Voilà. Un petit commentaire de plus, Nadir, ou tout a été dit? Non, moi je voudrais juste faire attention à la sémantique. Alliés, je pense que les Saoudiens ne sont pas alliés, ils sont soumis aux Américains, donc c'est pas la même chose. Donc le rapport il va du haut vers le bas, et le bas c'est le régime saoudien, le haut c'est américain. Donc qu'il y a un nouvel ambassadeur, ça va rien changer par rapport à la situation géopolitique de la région, et notamment par rapport aux pays qui sont visés par cette coalition. Dans un instant, messieurs dames, le carburant est devenu un prétexte, un refus du matraquage du fiscal au sens large. Allez-vous manifester vous samedi pour le 17 novembre, et comment interpréter, j'ai envie d'appeler ça, des menaces de Castaner hier à la radio qui dit: le gouvernement ne tolérera aucun blocage. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. La véritable émission de liberté d'expression, c'est ici. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est tous les jours, sachez-le, entre 16h et 18h, avec toute l'équipe de chroniqueurs à l'image d'aujourd'hui, ce plateau constitué de Faiza Ben Mohamed et de Nadir Kaya qui sont avec nous. Avec vous, messieurs, dames, et on va parler bien sûr de ce sujet qui fâche et qui fâche la France en ce moment. Oui, le gouvernement commence peut-être un petit peu à flipper, à en croire. L'exécutif qui est sorti qui va ressortir à deux reprises aujourd'hui, avec ce matin les annonces du Premier ministre Édouard Philippe qui nous promet ce matin des aides à hauteur de 500 millions d'euros pour 15 milliards de taxes pris d'un côté, 500 millions donnés de l'autre. Bon, vous avez vu, la balance n'est pas franchement à l'équilibre. Quoi qu'il en soit, hier, Castaner, toujours le même, ministre de l'Intérieur, était l'invité de Bourdin, et voici ce qu'il a dit. Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Il y aura d'abord des discussions, et ensuite il y aura plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Si vous bloquez la circulation, vous pouvez vous retrouver avec 4 500 € d'amende, maximum, bien sûr, ce sont les peines maximales, 2 ans d'emprisonnement, 3 ans de suspension de permis de conduire, la mise en fourrière du véhicule et 6 points en moins sur votre permis de conduire. Ça donne pas franchement envie, quoi, j'ai envie de dire, tout ça. En tout cas, samedi, la France et les gilets jaunes et tous ces gens donc qui veulent bloquer, qui veulent paralyser le pays pour crier leur colère contre l'augmentation des taxes du carburant. D'ailleurs, le Premier ministre a commencé ce matin là-dessus en disant qu'il n'était pas question qu'ils reviennent là-dessus. Faiza, est-ce que le gouvernement a raison d'avoir peur pour samedi? Oui, ils ont raison d'avoir peur, mais après, cette espèce de chantage aux sanctions, il faut quand même que ce gouvernement se souvienne qu'on est dans un pays où la liberté de manifester, la liberté d'expression est quand même un principe consacré. Il faut qu'on s'arrête de nous menacer. Samedi, si on a envie de sortir pour protester du fait que l'essence et le gasoil sont devenus à un prix absolument inacceptable pour les foyers modestes, eh ben on le fera.
Oui, mais il y a une problématique qui se pose, et là le gouvernement n'a pas tout à fait tort, c'est que, et là ça s'adresse aux organisateurs de cette manifestation, ils veulent connaître et que soient déposées en préfecture les demandes. Or c'est pas le cas, vous savez que ça se fait un peu à l'arrache sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on voit ces cartes qui apparaissent et cet appel par exemple à bloquer le périphérique à 14h samedi, tout ça n'est pas déposé et le gouvernement se dit ok, pas de problème, si on a un blocage, on intervient par la force s'il le faut. De toute manière, s'ils recevaient une déclaration de manifestation, on sait très bien ce qu'ils en feraient, ils refuseraient, ils interdiraient la manifestation. Donc la problématique serait la même, elle serait complètement identique. C'est des choses qui sont récurrentes. Il y a des agriculteurs qui manifestent de temps en temps sur le périphérique ou sur les autoroutes, qui font des opérations escargots. Les ambulanciers, il y a quelques semaines ou quelques jours même, qui ont fait pareil en région parisienne. Enfin, il faut permettre au peuple de s'exprimer. Aujourd'hui, le peuple est en colère, il a le droit de sortir dans la rue. Est-ce que tu es pour la désobéissance civile, mon cher Nadir? Ah, tu me cherches toi aujourd'hui. Hein. Non, mais je me pose la question. Tu veux que je balance des trucs et que je me fasse incendier? J'ai pas eu suffisamment de problèmes. Comment dirais-je? Le souci avec le gouvernement, c'est qu'ils savent pas à qui ils ont affaire. Voilà. S'ils savaient réellement à qui ils avaient affaire, ils l'auraient flingué depuis longtemps. Donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité, c'est que ça part dans tous les sens. D'ailleurs, on ne sait pas si ça va avoir beaucoup d'impact. Est-ce que ça va faire pchit ou je sais pas, mais. Vu que les médias relaient un peu l'inquiétude des politiques en consacrant des spéciales un peu partout et en ne parlant que du 17 novembre, je pense qu'ils sont tous dans l'inquiétude. Oui. Mais moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que les actes du gouvernement et de Macron, en fin de compte, sont les mêmes que les autres politiques. Lui qui avait promis une autre façon de faire, un changement, en fin de compte, on s'aperçoit quand t'es au pouvoir, quand t'as les manettes, t'appuies sur les mêmes boutons que tes prédécesseurs. Et voilà, ça fonctionne comme ça en politique, parce que t'as le pouvoir et t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder. Donc ça fonctionne comme ça. Donc après, il peut faire de la communication, tout ce qu'il veut, mais c'est à travers des situations difficiles et conflictuelles qu'on voit la vraie face des gens, et notamment celle des politiques. Donc là, ils sont dans leur logique de politique, en menaçant toute manifestation, tout en sachant qu'on peut manifester. Bien évidemment, ce qu'il faut pas faire, et ce qui est interdit par la loi, c'est de bloquer des axes dits importants, ou des entrées et des sorties de sociétés, ou ou des accès. Ouais. Donc ils sont dans leur rôle, de politiciens. Ils savent très bien qu'il y a un mécontentement. Ils savent que ça peut partir dans tous les sens. C'est vrai que moi au départ, quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est super, c'est bien fait, il faut tous s'unir contre ça. Mais c'est vrai qu'après, quand je vois les différents intervenants à droite, comme à l'extrême droite, les gens qui utilisent ça, qui récupèrent ça, il y a de la récupération ça politique. me donne pas envie de manifester, parce que ces gens-là ne soutiennent pas les quartiers populaires. Donc de me joindre à eux, ça m'emmerde un peu. Mais sur le principe de crier son mécontentement, oui, parce que moi le premier, je vois les tarifs de l'essence augmenter, c'est plus acceptable. C'est un gouvernement qui avait dit qu'il ferait plus de taxes et d'impôts, il en fait plus effectivement, mais celles qui existent, il les augmente. Donc c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge, c'est de la violence. Et Macron, qui se répète depuis quelque temps qu'il entend, parce que là où il va en ce moment, il se fait allumer de partout. Il entend les gens, colère, il se fait interpeller, mais apparemment ça change rien, parce qu'il sait que malheureusement le peuple est souvent comme ça dans l'expression orale, et dans la rue c'est très difficile. En tant que syndicaliste, je sais que c'est très dur de mobiliser les gens. Si ça se fait, tant mieux. Si ça aboutit à quelque chose, c'est encore mieux. C'est une volonté non pas syndicaliste, une volonté bien de sûr, citoyen. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est très bien. En soi, ce que là pose la problématique pour le gouvernement, c'est qu'il sait vraiment pas l'ampleur de ce que cela va faire samedi. D'ailleurs, c'est rare quand même pour le signaler. C'est preuve d'inquiétude, c'est que vous avez le Premier ministre qui est sorti ce matin avec des annonces, que moi je qualifierais d'annonces d'essayer d'acheter la paix sociale, pas sûr qu'il y arrive. Et Macron, ce soir, qui va s'exprimer dans le journal de 20h de TF1. Vous avez deux poids lourds du gouvernement, le président et le Premier ministre, qui s'expriment le même jour dans deux médias différents et deux médias d'importance. Donc, ils sont inquiets. Là, pour le coup, ils sont inquiets. N'est-ce pas, mais c'est un signe de crise quand tu les vois s'agiter comme ça médiatiquement pour essayer de se racheter une cote de popularité. C'est signe de crise, c'est certain, mais c'est pas avec des petites mesurettes de venir nous raconter qu'on augmente la prime à la conversion. Et moi, je m'en fous de la prime à la conversion. Vous baissez le tarif de l'essence, sinon on va pas être satisfait, c'est tout. On s'en fout nous de la prime. Est-ce que ça va au-delà? Et là, je vous la pose la question. Est-ce que ça va au-delà des prix du carburant? Cette envie d'aller de bloquer, de manifester samedi. Est-ce que c'est pas un ras-le-bol général?
Ah oui, absolument, oui, carrément. Moi, je pense que c'est un problème avec la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron dans sa globalité. Il y a un problème avec les baisses des retraites, il y a un problème avec la CSG, il y avait un problème avec le statut des cheminots. Il y a j'ai l'impression qu'il coupe l'herbe sous les pieds de tout le monde, quoi. Et il respecte pas finalement ses engagements de campagne. Il s'était engagé à ce que plus personne ne paye de taxes d'habitation. Alors ça, les gens, ils y ont cru. Là maintenant, il dit oui, elle a un peu baissé, oui, mais baisser de 200 ou 300 euros et supprimer complètement, il y a quand même une marge. Et sans oublier le pouvoir d'achat, il s'était promis à faire en sorte qu'il augmente. Il augmente pas du tout. Ah non, au on contraire. est tous dans la difficulté, on le ressent. L'essence, c'est un élément parmi d'autres qui démontre que la situation n'est plus acceptable. Donc ils sont vraiment inquiets, mais je pense qu'au fond d'eux, ils changeront rien. Ils vont aller dans leur logique et dans les moyens qu'ils ont avec eux pour casser un peu cette dynamique. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, si effectivement le 17 novembre, il y a vraiment des millions de Français qui se rassemblent, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que si c'est pour faire ça, ce constat et dire voilà, c'est très bien, il y a 2 millions de Français qui sont sortis, ok, et après? Oui, alors justement, c'est ma question qui vient après, Nadir. Faiza, est-ce que l'après 17 novembre, peut être un tournant? Un tournant aussi bien d'ailleurs pour Macron et ce gouvernement, mais aussi pour le peuple français qui se serait peut-être vu en lui et en sa capacité de mobiliser un réveil citoyen. Est-ce que la révolution du peuple approche? Franchement, moi, je pense qu'on souffre d'un mal français qui est l'inertie. Là, on va se retrouver tous un peu. Tu sais, ça me fait penser un petit peu au 11 janvier après les attentats de Charlie. Ouais. L'émotion. Une manifestation gigantesque où tout le monde marchait presque main dans la main, machin. Et puis finalement, le 12 janvier, on s'est réveillé et puis on n'était plus du tout main dans la main. Et c'est ce qui va se passer. Je crois. Ça avait l'effet Coupe du Monde en 98 aussi, pareil. Hein. Ouais, c'est ça, voilà, c'est tout. On s'aime tous, on est réunis sur cette question parce qu'on est tous mobilisés pour une même cause. Et puis dimanche, on va se réveiller et puis ce sera terminé. Le gouvernement, il fléchira pas. On va continuer de râler dans notre coin. Et puis en 2022, quand Marine Le Pen sera encore au deuxième tour, on nous fera un chantage pour faire barrage au Front National et on sera obligé de réélire Emmanuel Macron ou celui qui sera à sa place, s'il y a quelqu'un d'autre à sa place. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour les chroniqueurs. Bonjour Christophe. Bonjour Méziane. Alors, est-ce que et les chroniqueuses. J'ai oublié les chroniqueuses aussi. Oui. Surtout, il y en a déjà qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas qu'une, Faiza. Pardon. Il y en a plein des chroniqueuses. Aujourd'hui, oui, il y a que toi, oui. Voilà. Mais tu représentes toutes les chroniqueuses. Voilà, bravo. Voilà. Bon, Méziane, est-ce que le papy va sortir dans la rue samedi? Le papy le moco. Ouais. Moi, je vais sortir, mais je vais pas mettre un gilet jaune, je vais mettre une casquette. Ah bon, et pourquoi? Une casquette jaune. Une casquette jaune, oui. Ouais, pour me différencier. D'accord. Non, mais je crois sincèrement. Et d'ailleurs, et toi, est-ce que tu vas y aller, toi? Bon, je sais pas. Toi, tu sais pas, toi. T'as peur, parce que t'es dans les médias, t'as peur que Macron te attends, Méziane, tu me connais depuis des années, de dire que moi j'ai peur, non. C'est comme si tu disais qu'un poisson, ça savait pas nager. Ouais, mais tu te mouilles pas trop quand même pour un poisson, hein. Bon. Bon, Méziane. Bon, non. Écoutez, je crois que l'histoire de l'écologie, de la transition écologique, c'est du bidon. Parce que, pour qu'il y ait une transition écologique, vous savez très bien que le ciel, le vent, l'eau, tout ça n'a pas de frontières. Ouais. Donc si on fait ici la transition écologique et qu'ils ne la font pas dans des autres pays, au bout du compte, on va respirer quand même les gaz brûlés des moteurs qui viennent d'ailleurs. Donc l'écologie, elle peut être que mondiale. Si elle est faite que dans un pays, ça vaut rien. C'est du bidon. C'est comme le fameux nuage de Tchernobyl. Qui s'est arrêté à la frontière. Paraît-il. Donc là, les gaz n'ont pas de frontières. Ils vont partout. L'eau, c'est pareil, la pluie. Et en fin de compte, c'est du bidon. Et Macron, il est mal engagé. Et moi, je crains que ça va perdurer au-delà du 17 et qu'on va se retrouver à être obligé de recommencer des élections et retrouver un autre président, peut-être Mélenchon. Ouais. Inch'Allah. Ouais. Et pour finir, je voudrais savoir comment on fait pour devenir fiche S. Comment on fait? Ah c'est simple. Nadir, toi tu dois savoir comment on fait pour devenir fiche S. Moi j'ai pas regardé, mais bon, je pense que j'y suis parce que je suis syndicaliste, je suis président d'association, je suis musulman, T'habites à banlieue? Je suis en banlieue. Les musulmans, de quelle obédience? Ah, ça c'est une bonne question. L'obédience, comment répondre à ça? Il y a des obédiences différentes en islam?
Bah oui. Ou des interprétations. Il y a des courants. Il y a des courants. Hein. Il y a les wahhabites. Ouais. J'aime pas trop en parler, mais je vais l'évoquer. Moi, je suis plutôt revenu sur mes racines arabo-berbères. Donc, je suis plutôt soufi, plutôt mis dans le mystique. Félicitations. Eh ben, écoute, je te serre la main et moi, je vais adhérer dans ton. Ah, c'est une voix parmi d'autres. Hein. C'est pas la seule. Hein. Alors, on parlait du Rif, voilà. Là, les Kabyles sont sortis. C'est nous les meilleurs. Ouais. Et surtout, nous les Berbères surtout. Hein. Oui. Bon, merci Méziane. Ça va. Allez, un bon soxo et tout le monde sera d'accord. Merci Méziane. 01 40 33 9000. Incroyable. Hein, t'as vu Paysan un peu? Non mais franchement. On va venir avec nos drapeaux bientôt. Ah bah oui. Ah bah tu sais, le drapeau algérien, vous savez que c'est la plus belle invention du monde. Hein. Oula. Il est capable de se retrouver partout là où on ne l'attend pas. Il est universel. Il a dépassé ses propres frontières. C'est beau ça. Ah ouais, non mais c'est beau. C'est-à-dire que vous avez un match de foot entre la Tunisie et l'Égypte, vous avez le drapeau algérien. Voilà, on soutient les deux. On soutient les deux, on est là. Personne se mouille, tu vois, voilà. C'est le côté algérien ça, tu vois. C'est l'esprit sportif, on est là pour les deux. Allô. Oh. Alors, on va accueillir juste un dernier appel avant de, parce que je ne l'ai pas oublié, mon cher Nadir, ton avis tranché, qui va un petit peu nous faire sortir de cette actualité un petit peu lourde. D'abord, je vous ai pas demandé, Faiza, Nadir, vous allez manifester samedi ou pas? Vous allez bloquer, vous? Bah moi j'aurais bien voulu, mais je suis en séminaire à Paris toute la journée. À la piscine. Donc, vous l'avez entendu, à la piscine, Faiza. Toute la journée. Vous entendez les tweetos? Maillot de bain jaune, maillot de bain jaune. Pour ma défense, je suis dans un séminaire sur l'islamophobie, donc je vais travailler pour mes causes. Mais tu penses qu'il va avoir lieu ce séminaire? Si personne peut arriver au séminaire, comment ça va se passer? Alors écoutez, si jamais je viens jusqu'à Paris et qu'en plus vous me bloquez la route, ça va mal se finir. Ah bah oui, bah ça il y a des chances, hein, j'ai envie de te dire. Le vélo, voilà, tu prends la bicyclette. La bicyclette. Non, ça va aller. Bon, Nadir, tu sors toi ou pas samedi? Ah, pas du tout. Ah, je t'ai dit, moi, sur le. Pas du tout. Alors, vous êtes tous là à gueuler, mais quand il faut aller manifester, il y a personne. Non, mais on le fait déjà depuis longtemps pour d'autres choses. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'autres choses aussi. C'est un ras-le-bol, mais qu'on parle des banlieues aussi. Moi aussi, j'ai un ras-le-bol par rapport aux banlieues. Eh bah, tu peux aller sortir pour crier ton ras-le-bol, justement. Mais je sors déjà par rapport à ça et sur d'autres occasions, pas par rapport à ça. Bon, d'accord, ok. Donc, Nadir et Faiza ne seront pas dans la rue, vous l'avez entendu. Kamel est avec nous. Salut, Kamel. Oui, salut Christophe, bonsoir à tes invités ainsi qu'à tous ceux qui écoutent. Alors moi je réagis à Méziane parce que Méziane, moi je l'adore, c'est un gars qui a toujours cette bonhomie et c'est toujours très sympa de l'entendre. Je le salue au passage. Ceci étant, alors tu posais une question sur les gilets jaunes, après les comment dire, les chapeaux rouges, les bonnets rouges, les bonnets rouges, etc. En Bretagne, ça. Non, c'est les Bretons qui vont. Oui, c'est les Bretons. Oui, les Bretons, il y a tout ça. La Bretagne, c'est les Bretons. Il y a finalement tout ça. Bon, on a bien compris qu'il y avait une volonté du Rassemblement national de Marine Le Pen à pouvoir récupération. Tout ça. Vu la médiocrité de ceux qui sont en face, bien évidemment, elle a un boulevard. Moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui veulent aller manifester, je crois qu'on pourrait aussi initier un autre mouvement à côté de ça. On pourrait, par exemple, utiliser les mouchoirs blancs pour dire que, attention, on est dans une espèce de neutralité, on peut manifester. Sortez vos mouchoirs blancs pour dire qu'on n'est pas avec Madame Le Pen. Ça, c'est très important. On rajoute aux gilets jaunes les mouchoirs blancs. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Kamel. Ça va tirer dans tous les sens. Kamel, tu vois, là, c'est le meilleur moyen de tuer la mobilisation, ça. Non, mais c'est simplement pour vous dire, j'intervenais sur un autre média tout à l'heure, média national. Sur lequel média? Europe 1. Bon. Ah oui, ils t'ont laissé passer, dis donc. Mais on laisse toujours passer, mon cher, lorsque avec un autre prénom, peut-être. Oui, mais t'as pas changé ton prénom. Avec un autre prénom. Ah si, absolument, avec mon prénom, etc., bien sûr que si, donc je vous assure. Non. Moi, je les affectionne pas particulièrement, mais on peut dire ce qu'on a à dire, on le dit. Et moi, ce que j'ai dit très sincèrement et très profondément, j'ai dit que finalement, pour nous, il était important en tant que citoyens issus de la société civile, sans étiquette, et c'est très important de le dire, de bien marquer le fait que nous, si on est là présent à manifester, à descendre ou à interpeller les uns les autres, c'est aussi l'héritage de ceux qui n'ont pas su faire les choses. J'entends Sarkozy, Hollande, etc., etc. Alors, il est bien évident, on peut taper sur Macron. Macron, il est effectivement président de la République aujourd'hui. Demain, ça sera un autre, etc. Donc, c'est très important que la société civile, les gens qui sont sans étiquette, cette société civile ne soit pas pris pour les idiots utiles de cette histoire. Et le grand danger, c'est bien évidemment le FN face à cette médiocrité des autres partis. Eh bien, chacun a quelque chose à faire. Alors, sur ces gilets jaunes et les revendications, on a bien compris que c'était des revendications qui dépassaient bien évidemment le carburant, et ce mal-être,
c'est finalement l'esprit français, cet esprit français qui est toujours à vouloir contester, vouloir, etc. Et pourquoi pas. Kamel, tu sors toi ou pas? Et je terminerai là-dessus, mon cher Christophe. Tu prends 30 personnes, je crois vous l'avoir déjà dit aux uns et aux autres, prends 30 personnes de ta famille, mets-les dans une pièce, lance un sujet, tu verras que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi. Heureusement d'ailleurs, heureusement. C'est ce qui fait la richesse. Ceci étant, ce que nous devons nous opposer à cet esprit, de Marine Le Pen qui veut finalement récupérer tout ça, et je crois qu'elle a des chances de le faire. Et c'est là le danger. Kamel, dernière question, est-ce que tu sors samedi toi? Si je sors samedi? Oui. Alors tu sais comment s'est posée la question en ce qui me concerne, je vais vous le dire très sincèrement. Il y a 3-4 semaines, j'étais à la République avec mon fils de 7 ans manifester pour le climat. Là se passe cette histoire de carburant. Il est bien évident que moi j'ai un problème avec ça. Manifester pour qu'il y ait plus de voitures, du carburant, etc. Moi ça m'ennuie un peu. Ceci étant, il y a une réalité, c'est que les gens ont aussi le droit de circuler. Bon, oui ou non, tu sors, Kamel? Personnellement, je n'aurais pas de gilet jaune. Je peux être dans la rue comme je l'étais la fois dernière, mais sans gilet jaune et sans bonnet rouge. D'accord. Vous avez tous piscine, c'est bizarre ce jour-là. Merci, Kamel. 01 40 33 9000, bien sûr, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Mon cher Nadir, est-ce que tu es prêt? Comme toujours. Bon, très bien. Alors écoute, ma chère Faiza, l'avis tranché de notre ami Nadir Kaya, ici présent, jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors toi, tu nous proposes quelque chose d'assez intéressant pour essayer de parer à cette actualité assez lourde, mon cher Nadir. Pas simplement à cette actualité, mais plutôt à cette vie. J'ai fait un petit texte très simple qui s'appelle Spiritualité, la solution. Parce que je pense que c'est une solution. En fin de compte, quand on voit un petit peu le monde, comment il tourne, et la France, comment elle va, on s'aperçoit que tout est lié et que on vit dans un monde qui est très matérialiste et qui a oublié une part importante, c'est cette spiritualité. Et donc, j'ai fait un petit avis tranché un peu particulier et j'aimerais que le partager avec les auditeurs et éventuellement avoir des retours là-dessus. Alors, spiritualité, la solution. La France manque de spiritualité, d'élévation, de capacité à prendre du recul en permanence. Oui, du recul, de la sagesse, pour apprendre à vivre mieux, à vivre bien avec son monde, avec son entourage, mais surtout avec soi-même. Il y a la terre, il y a le ciel, nos pieds et nos têtes. Le tout est inséparable et indispensable. Celui qui veut vivre heureux et trouver le bonheur, celui qui amène à la satisfaction, se doit de faire un travail en profondeur sur lui, afin de rayonner sur les autres. Et rayonner, évidemment, avec humilité, solidarité et donc partage. Nous sommes imparfaits et si parfaits à la fois. Notre foi est un moteur qui carbure avec amour et miséricorde. Tout vient de lui, avec un L majuscule, lui, toujours avec un L majuscule, celui qui est à l'origine de tout. Ce tout que nous ne pouvons pas définir car illimité alors que nous-mêmes sommes limités. Limités par le temps, par la vue et par la compréhension totale et réelle. Preuve en est, on cherche à savoir ce qu'il y a dans l'univers et dans l'infini lointain sans connaître le monde qui se trouve à nos pieds, celui du petit, de l'extrêmement petit, voire de l'invisible à nos yeux. Et pourtant, on cherche ailleurs tout ça pour dire que celui qui veut s'élever et voir plus loin, plus grand, doit se chercher d'abord et faire l'effort sur lui, dans son quotidien, en se corrigeant au jour le jour, afin d'atteindre une certaine perfection dans la régularité, la constance, le permanent. Cela nécessite certes des facultés, mais ces facultés se construisent, se nourrissent par la foi, par la soif d'être meilleur et à la fois transparent, c'est-à-dire être sans être. Oui, je sais, c'est compliqué, mais tellement clair pour celui qui comprend que rien ne peut venir de lui, mais tout de lui avec un grand L. Alors gardons espoir de nous élever afin de mieux appréhender notre petite existence pour espérer rejoindre le toit du monde, le toit des mondes et vivre enfin une paix éternelle. Et pour finir, je citerai Mohamed Ali qui disait « La spiritualité reconnaît la lumière divine qui brille en chacun d'entre nous. Elle n'appartient à aucune religion en particulier, mais à tout le monde. » Et une autre citation de Bouddha, « Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. » Et pour finir, que j'apprécie le plus, Rumi,
pour ceux qui connaissent. Hier, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je change moi-même. Et je me change moi-même. Voilà, je finirai par ça. Donc un peu de spiritualité dans ce monde d'aujourd'hui. Lequel te va le mieux, ma chère Faiza, parmi ces différents citations, différentes citations? Je pense que la dernière sur la réforme de soi-même. Ouais. C'est ce qui est le plus important, je pense. Très bien. Bon, eh ben, merci beaucoup Nadir pour cet avis tranché. Le plus de l'info avant de passer au zapping. Et pour terminer, messieurs, dames, à suivre. Dans le zapping, on a du responsable du ministère intérieur algérien, qui a sorti quand même une belle connerie, hein. On le verra dans un instant. Pas possible, ah si, je t'assure. Du François Hollande qui annonce son retour. Enfin bref, restez par ici. Mais juste avant cela, le plus de l'info du LGF. États-Unis-France, il n'y a pas qu'entre Donald Trump et Macron que le torchon brûle. La rivalité franco-américaine dépasse les simples questions d'ego. En témoigne la note des services de contre-espionnage français, la DGSI. Une note publiée ce matin par le journal Le Figaro. Comment les États-Unis espionnent les entreprises françaises? Comment, d'une manière globale et systématisée, les Américains mettent tout en œuvre, pour écarter la concurrence européenne. Incroyable! Les Américains espionnent les entreprises françaises. Ça vous étonne, ça, Nadir, Faiza? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça n'a rien d'étonnant. Je pense qu'on est déjà espionné. Les entreprises françaises sont déjà espionnées par les renseignements locaux. Après, que ce soit des étrangers, les États-Unis ou la Russie qui le fassent, ça n'a rien de choquant. C'est leur boulot et je pense que c'est une pratique qui est démocratisée. Hein. Oui. Mais on avait déjà évoqué une affaire à peu près similaire avec l'espionnage des Chinois dans les entreprises françaises. Mais je vous rappelle, il y a quelque temps, on s'était aperçu qu'il y avait des antennes un peu bizarres du côté de l'ambassade américaine juste à côté de l'Élysée qui espionnaient l'Élysée. Et donc, je crois à l'époque c'était Hollande et même Sarko. C'est monté jusqu'à l'époque aussi jusqu'à Chirac. Donc tout le monde le sait, qu'à ce niveau-là, tout le monde s'espionne à des fins économiques, politiques, à tous les niveaux. C'est de bonne guerre parce que eux-mêmes le font, la France aussi le fait. Bon, alors en tout cas entre Trump et Macron, le divorce est consommé apparemment. Hein. Mais non, il n'y a même pas eu de mariage. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu des gestes, des attouchements. Il a quand même tenté. Il a quand même tenté lorsque Macron est parti aux États-Unis. Il lui a frotté un petit peu la veste pour lui enlever des pellicules. Il l'a un petit peu en disant qu'il l'aimait bien. Enfin, il y avait quand même. Non, tu trouves pas? C'est du folklore. Ça, c'est de la communication. On l'avait déjà évoqué. Sur le fond, quand tu regardes bien par rapport les différents sujets, la plupart des sujets qu'ils abordent, ils sont totalement opposés l'un et l'autre. Et ça va à l'encontre aussi des intérêts de l'Europe. Dans un instant, messieurs dames, zapping avec du François Hollande, responsable du ministre intérieur et d'autres à suivre. Le zapping, c'est le meilleur moment qu'il ne fallait pas louper à la télé, à la radio et partout ailleurs. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Un petit zapping qui va bien pour terminer cette émission avec Faiza Ben Mohamed et Nadir Kayak sont avec nous. Jingle. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok, bon, alors, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas louper à la télé, à la radio. Et en Algérie, tiens, responsable du ministère de l'Intérieur, messieurs, dames, algérien, donc, rend responsable les migrants subsahariens des maladies qui arrivent en Algérie à l'image de la tuberculose et du sida. Écoutez plutôt. La tuberculose, elle a disparu en Algérie. Aoudou jabouha les migrants subsahariens. Aoudou tallouha. Elle fait des ravages au sud. Il n'y a pas que la tuberculose. Il y a le malaria. Il y a 2-3 ans. 45 personnes ont pensé que c'était l'Ebola. C'était l'état-major, on les a mis en quarantaine, des prélèvements sanguins sérologiques. Les 45 ont le paludisme. Le sida, Tamras, il faut aller voir. 1500 cas que nous soignons à l'intérieur de l'hôpital avec la tripthérapie et gratuitement. C'est quand même des propos scandaleux quand même, je sais pas, non? Au-delà de l'accent qui me fait rire, parce que je peux être très critique vis-à-vis des miens, j'aime mon pays, mais là, les propos sont comment dirais-je, nauséabondes. Sont tristes, sont scandaleux.
On a l'impression qu'il se passe rien en Algérie, quoi. Tout vient des migrants. Ça me fait penser à certains propos en France de droite et d'extrême droite. Ouais. Mais, donc ça m'attriste, mais je pense que c'est un ministre qui est individuel. Hein. Enfin, c'est un responsable d'un ministre de l'Intérieur. C'est pas un ministre. Oui, mais ça reste un ministre. Mais bon, il a quand même un langage un peu comme le Chab, hein, déjà avec son français algérien, son accent. Donc ça a l'air plus d'un gars du peuple. Mais ce qui est désolant, c'est ses propos, parce que c'est mal connaître l'Algérie. Il y a déjà des maladies qui existent en Algérie depuis très longtemps et qui sont dues à une hygiène et à un problème au niveau de la santé au niveau national qui est catastrophique. Donc il commence par mettre les moyens là où il faut et après il regardera où ça va pas. Propos dégueulasses, Faiza, on est d'accord? Non, mais c'est écœurant, c'est digne de Marine Le Pen, ça, ce genre de propos. Et il ferait mieux, plutôt que d'accuser les Africains des migrants subsahariens, ouais. Ouais, voilà, de diffuser des maladies, il ferait mieux de travailler à la réforme du système de santé algérien qui laisse fortement à désirer. Alors, on enchaîne dans ce zapping. Les enfants âgés de plus de 5 ans, vous en avez, Nadir, Faiza, ils préfèrent les bonbons ou les écrans? Eh bien, réponse au travers d'une étude très sérieuse. Il s'agit d'une étude réalisée dans 10 pays européens qui nous apprend que les enfants, après 5 ans, sont plus attirés par les écrans que par les bonbons. Si vous leur proposez une sucrerie ou de jouer à la tablette, eh ben ils diront la tablette. En moyenne, les enfants ont leur premier smartphone à l'âge de 9 ans, ce qui moi me paraît être assez tôt, et ils passent 2h30 par jour, ce qui moi me paraît être beaucoup. C'est énorme. Alors là, je suis épaté quand même. Hein. Est-ce que ça se traduit aussi chez vos enfants? Soyez francs, s'il vous plaît, Faiza et Nadir. Oui, moi je le dis sans honte. J'ai 2 petits garçons de 5 et 6 ans. J'ai le dernier, donc qui a 5 ans, Abdenour. Il a une vraie addiction aux écrans et alors des fois j'essaie de serrer un peu la vis en lui confisquant et tout, mais il se met dans un tel état que limite il me fait de la peine et je lui rends. Je sais que c'est nocif, hein, mais tu vois, ils sont. Tu te fais martyriser par ton fils, Faiza, c'est ça? Ouais, après c'est difficile, tu vois, quand t'as une relation un peu passionnelle avec tes enfants. Ouais. Non mais je plaisante, évidemment. Ils prennent le dessus, tu vois, ils prennent le dessus. Après moi je les élève toute seule, donc c'est aussi un petit peu difficile. Ils prennent le dessus sur moi parce qu'ils sont deux, parce que c'est des garçons, parce qu'ils sont turbulents et parce que je veux toujours leur faire plaisir. Mais sur la question des écrans, je sais que là je vais aller les récupérer. Je sais qu'ils vont tout de suite, sans me faire un bisou, se jeter sur les écrans. Ah ouais, d'accord. T'es même plus important que t'es moins important qu'un écran pour eux. Ah oui. Ah oui, d'accord. Tu sais, il pense à l'instant présent. Après, il va venir, je t'aime maman, machin, mais même avec sa Switch dans la main. Voilà. Alors, on a dire, toi qui as une ribambelle d'enfants. Ah, mais je me retrouve dans ce que vient de dire Faiza. Hein. Après, je sais pas si c'est pire ou moins pire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes très tôt sont complètement pris par ce phénomène-là, que ce soit les écrans, les téléphones et les PS4 et les Xbox et tout ce qui va avec. Mais c'est très compliqué parce que c'est cette époque. Nous, à notre époque, tu me donnais un ballon et un paquet de bonbons, je préférais aller jouer au foot que de manger le paquet de bonbons. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est à peu près la même chose avec des instruments différents. Mais bon, c'est un peu comme la pollution, quoi. Si on nous demande d'arrêter de rouler au diesel, ok, mais arrêter de construire des voitures diesel, déjà commencer par ça. Et là, c'est à peu près la même chose. Ils ont créé des écrans. Bon, maintenant, tout le monde est quelque part addict, notamment les grands. Moi, je le suis aussi un petit peu à travers les réseaux sociaux. Mes enfants le sont aussi, mais moins. On essaye de varier un petit peu les activités, notamment les activités sportives, culturelles, la lecture. Mais il y a des choses sur lesquelles moi personnellement ou ma femme aussi, on a encore du mal aujourd'hui. C'est vrai que c'est un vrai problème d'aujourd'hui. Ben moi je préfère un bonbon, mais bon j'aime bien ma tablette aussi. Cela dit, allez j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout le monde se pose la question, la France entière est rivée sur France Maghreb 2 pour écouter la réponse de François Hollande. Va-t-il ou non revenir en politique? Eh bien, Quotidien est passé par là et a capté ces images, ou plutôt ce son. Écoutez. Dans cette finance, on en est. Je me rappelle du Bourget. Vous n'avez pas pu la mater? Oui, mais on l'a un peu contrôlée quand même. Oui. Aujourd'hui, elle est toute puissante, de nouveau. Oui. Et elle va faire d'autres dégâts. On voit bien les crises qui arrivent. Hein. C'est ça. Bisous. Vous êtes retiré de la vie politique intégralement ou pas? Non. Vous allez revenir? Je vais revenir. Il va revenir. François Hollande n'est pas parti, il n'a pas disparu, il va revenir, Faiza. Ouais, je pense que ce serait une jolie catastrophe, mais après, moi je fais partie de ces jeunes issus de l'immigration, issus de quartiers populaires, sensibles, tout ce que vous voulez, mais qui a eu un peu d'espoir en 2012 et qui a voté pour François Hollande et qui a soutenu sa politique parce qu'on pensait qu'il allait instaurer les récépissés de contrôle aux faciès, on pensait qu'on allait en finir avec la discrimination, on pensait qu'il allait faire des choses pour nous, clairement. Et il a trahi, il a pris Manuel Valls qui nous a doublement trahi et je crois qu'il ferait mieux de rester là où il est, sincèrement, il ne manque pas. Donc toi tu l'invites à profiter de sa retraite?
Ouais, tranquille, il a acheté une maison à Tulle, voilà, il plante des géraniums là-bas, il nous laisse tranquille. Voilà. C'est-à-dire, le retour de François Hollande, ça fait envie, à l'image d'une bonne série sur Netflix? C'est compliqué parce qu'on est dans le pire depuis très longtemps. Ouais. Donc que ça soit lui ou un autre, franchement, si les Français sont encore dupes pour croire qu'il va y avoir une nouvelle personne capable de changer le monde ou changer la France, du jour au lendemain, ils sont cons. Et donc je pense que ce soit Hollande ou une autre personne, rien ne va changer parce que le problème c'est toujours pareil, c'est les Français qui doivent changer les choses et ça tant qu'ils n'ont pas compris ça. Et c'est ça le pire, c'est que quand tu regardes la masse des Français, la plupart des Français sont soit pauvres ou soit de classe moyenne, mais votent toujours pour des gens qui n'ont rien à voir avec eux en termes de catégorie. Ouais. On vote pour quoi? Les Français votent pour des énarques. Donc voilà, tant que ça existe comme ça, on changera rien. Ainsi se termine ce zapping. J'avais un petit truc, mais on n'aura pas le temps. Ça se passe en Indonésie. Apparemment, ils ont une méthode très efficace pour éviter que les enfants se mettent à fumer. Vous savez que c'est le pays où il y a le plus de fumeurs dans le monde. C'est en Indonésie, avec près de 45% de la population. Et ils ont trouvé une méthode très dure. Dès l'âge de 8 ans, ils les font fumer à l'école justement pour les dégoûter de la cigarette. Une méthode pas toujours efficace et surtout très décriée sur les réseaux sociaux et par certains habitants là-bas. Bon, on gardera le meilleur pour demain, peut-être, je sais pas. Avec à suivre demain Yasser Al-Ouati et Mehdi Chebaiki. Vendredi, je rappelle, notre invité exceptionnel, c'est Salah Hamouri, qui sera et qui accordera pour l'occasion sa première interview radio sur France Maghreb 2. Ça serait depuis évidemment sa libération de prison et son retour en France. Il sera accompagné de son épouse Elsa Lefort vendredi entre 16h et 18h. Faiza, je te souhaite une excellente soirée. Donc tu vas aller retrouver tes enfants qui vont te demander l'écran. Avant un bisou. J'ai chargé la Switch, j'ai allumé la victime, la maman victime. Hein, voilà, allez-y, envoyez-lui des tweets. Maman victime, hashtag Faiza maman victime. Dénonce ta maman. Voilà, balance ta maman. Voilà. Balance ta maman ou balance ton fils ou ta fille, je sais pas d'ailleurs, allez-y. Enfin bref, régalez-vous en tout cas, c'est l'essentiel. Merci Faiza, bonne soirée. Merci à toi, merci Nadir, et puis à bientôt. À très vite. Bon, à la semaine prochaine, hein, tu vas. Ouais, certainement, ouais. On va faire ça. Ok. Merci mon Nadir. Merci Christophe. Merci. Président de l'association Banlieue Plus qui organise un événement mardi prochain. Tout à fait. On va faire un événement sur la violence et donc on aura des invités. On aura un psychologue, on aura un proviseur, on aura également un responsable associatif et ça sera animé par Julien Wagner qui est journaliste et écrivain. Donc ça se passera du côté d'Épinay. Donc j'invite tout le monde à participer. C'est gratuit et vous aurez les informations sur notre page Banlieue Plus et nos quartiers. Et j'en parlerai également sur Twitter. Oui, et sur le grand forum, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée à tous. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Nous, on est de retour dès demain, 16h10, pour une nouvelle fois faire briller la liberté d'expression. Merci d'écouter votre radio. C'est l'heure du rappel de l'actualité en ce mercredi soir. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, l'heure du retour de l'actualité en France et dans le monde avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Prime à la conversion, chèque énergie. Édouard Philippe a dévoilé plusieurs mesures destinées à calmer la grogne des automobilistes avant la grande journée de mobilisation samedi. Emmanuel Macron reviendra sur le sujet ce soir aux 20h de TF1. 10 jours après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, une nouvelle marche est organisée aujourd'hui. Elle partira de la rue d'Aubagne à 18h. Et par ailleurs, l'attaquant des Bleus, Kylian Mbappé, va rencontrer un jeune Marseillais de 9 ans qui vivait au 65 rue d'Aubagne, l'un des 2 immeubles qui se sont effondrés à Marseille. Le petit garçon a perdu sa mère dans l'accident. Son enseignante avait lancé un appel aux joueurs, dont l'élève est fan, sur sa page Facebook lundi. Kylian Mbappé s'est engagé à payer le voyage de l'écolier et de son enseignante. Pour la deuxième fois en 2 nuits, une embarcation transportant des migrants a été interceptée au large du Royaume-Uni après avoir traversé la Manche. 9 personnes se trouvaient à bord, vraisemblablement parties de Calais. La veille, 17 migrants avaient été interceptés au large de Douvres sur un bateau de pêche volé, un mode opératoire inédit. C'est une première depuis 10 ans. Les Français ont moins donné aux associations et organisations humanitaires, une baisse de 6,5% au premier trimestre 2018. Le ministre de la Défense israélien démissionne et appelle à des élections au lendemain du cessez-le-feu conclu avec les groupes palestiniens qui contrôlent la bande de Gaza. Les services de l'État en Ariège ont traité cette année presque 2 fois plus de demandes d'indemnisation d'éleveurs liées à l'ours qu'en 2017. L'ours a été désigné responsable de la mort de plus de 400 bêtes en 2018, quand elles n'étaient qu'une centaine chaque année entre 2013 et 2016.
Football, les joueurs de l'US Orléans ont fêté comme une victoire l'annonce du tirage au sort de la Coupe de la Ligue où ils rencontreront en décembre le PSG. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb.